communication et du marketing. Bonsoir, donc Tony Henry Claude, entrepreneur donc, dans le loisir et l'événementiel. Bonsoir, Mathieu Monamic, chirurgien dentiste et passe-président du Rotary de Saint-Laurent. Julien Berthelot, je travaille dans le conseil et la gestion. Je suis mandataire CPME au pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne et aussi suppléant à la CGSS de Guyane, toujours pour la CPME. Ancien membre du bureau national du RPR, où j'ai connu Pierre-Yves avec Michael Blois, ancien UMP, LR, et aujourd'hui membre d'Horizon. Arnaud Fulgence, entrepreneur, donc secteur de restauration, donc une crêperie qui est juste en face de la mairie, et dans la réparation de vitrage, évidemment. Ah oui, vitrage automobile, ouais, grand écart. Jules Kiguinière, directeur des grands projets pour la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Sylvain Bambara, je travaille à la mairie, à la direction générale adjointe service à la population. Guylaine Constable, je suis entrepreneuse, donc j'ai créé la brasserie de l'Ouest guyanais depuis à peu près 3 ans et je suis aussi présidente de la scène conventionnée du théâtre Coconampou à Saint-Laurent-du-Maroni. On reprend derrière, voilà. Bonsoir à tous, moi-même, je suis directeur de cabinet, Edouard Philippe, à la Ville-Meur, et la communauté urbaine de la Seine-Métropole. Bonsoir à tous, je suis Yann Franquier, chef du protocole à la mairie de Saint-Laurent. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Vincent Martin, de Rodolphe, sur le groupe à Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir à tous, Tatiana Chantal, directeur de la mission. Bonsoir à tous, de Robert, directeur de la jeunesse et de la cohésion sociale à la mairie de Saint-Laurent. Bonsoir à tous, Denis Sénéan, collaboratrice du DGA de l'aménagement du territoire. Non. Bonsoir à tous, Charles Lecoq, chef de projet de transport au ministère de Saint-Laurent. Bonsoir à tous, Mireille Delorec, directrice des ressources humaines de la mairie de Saint-Laurent. Bonsoir à tous, Sabina Lénès, je suis coordinatrice pédagogique auprès de GLT, organisme de formation sur Saint-Laurent. Bonsoir à tous, Sébastien Vigne, vétérinaire à Saint-Laurent et vétérinaire en chef des PPP. David Jury, directeur général des services à Saint-Laurent-du-Maroni. Claude Gianni, directeur de cabinet à la CCOG, Communauté de communes de l'Ouest guyanais. Bonsoir, Florence Adjuda, conseillère technique du maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Bien, merci donc pour ce tour de table. Bonsoir, Édouard Philippe, maire du Havre. Voilà. On n'en doutait pas, mais alors, on est venu pour ça. Donc, voilà. Donc, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui Édouard Philippe, monsieur Édouard Philippe, ancien Premier ministre, et à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni et surtout sur le territoire de l'Ouest guyanais. Comme vous le savez, notre commune est très étendue, c'est un peu différent des communes de l'Hexagone et surtout très peuplée, c'est-à-dire que la maternité de Saint-Laurent est la deuxième après la maternité de Mayotte, mais la maternité de Saint-Laurent, c'est la maternité d'une ville et Mayotte, c'est la maternité du département. Donc il y a quand même une petite différence. Il faut savoir que nous sommes une ville très jeune. À partir de demain, quand vous circulerez un petit peu, vous verrez que nous avons beaucoup de jeunes sur notre commune. 22 000 sont scolarisés dans le premier degré et le second degré. Et notre commune qui officiellement compte 53 956 habitants, ne correspond pas, malheureusement pas aux vrais chiffres que tout le monde se targue de dire, aussi bien les services de l'État que nous sommes environ 80 000 à Saint-Laurent-du-Maroni, au vu de l'ensemble des connexions téléphoniques, de l'ensemble du trafic et aussi finalement de l'ensemble des déchets collectés. Je pense qu'il est important pour nous
de discuter, d'échanger avec vous parce que les départements d'outre-mer ont des spécificités. Certains n'aiment pas ce mot spécificité, mais on est différents. Alors, ce sont des différences, des spécificités, comme on veut. Mais en tous les cas, ce sont des choses qu'il faut savoir. Qu'il faut savoir ou qu'il faut avoir vu pour comprendre ensuite que le fonctionnement que nous avons mérite souvent des adaptations ou des modifications concernant un certain nombre de textes, de décrets ou de lois. Nous avons parlé ce midi du décret concernant les piroguiers, ça en est un exemple flagrant, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais la plus grande difficulté de ce territoire, c'est l'accessibilité. On ne peut pas se déplacer librement sur le territoire. On en a fait l'expérimentation l'année dernière puisque la sécheresse que nous avons eue était exceptionnelle. C'était la première fois qu'elle était aussi importante et on n'avait plus de moyens de se déplacer. Quand on n'a plus de fleuves et qu'on n'a plus d'avions, on ne peut plus aller dans l'intérieur du territoire. Ce qui signifie que nous avons quelques routes, vous les avez vues aussi, c'est des routes vraiment, vous avez des autoroutes, hein, on a tout. Vous avez dû beaucoup bouger, vous avez fait du tremplin dans la voiture. Voilà, bon, donc vous comprenez bien que nous avons un réseau routier qui n'est pas malheureusement aussi bien que nous le souhaiterions. Nous avons des communes qui sont complètement enclavées. Nous avons, malgré que nous essayons de trouver des solutions, des difficultés à communiquer malgré tout avec Internet, même s'il y a Starlink ou d'autres moyens, c'est quand même relativement difficile. Donc c'est un territoire où l'accessibilité est difficile et où un désenclavement est nécessaire. Et puis, nos orientations aujourd'hui, nous avons tout à développer parce que la jeunesse, l'âge médian à Saint-Laurent est de 17 ans et nous avons à prouver, parce que c'est la majorité de la population, nous avons à trouver, à orienter notre action politique sur des domaines qui sont le domaine économique, où ce soir vous avez des acteurs économiques présents, mais vous avez sur le social, sur une stratégie d'aménagement du territoire et malgré tout, nous avons moins de moyens que dans l'Hexagone. Il faut savoir que nous subissons l'inflation beaucoup plus, puisqu'il y a en plus les transports, mais que notre dotation reste, en tous les cas pour les collectivités, identique à celle des autres communes de l'Hexagone. Évidemment, cela fait que chaque année, nous avons des difficultés à scolariser les enfants, bien que nous ayons construit sur Saint-Laurent, pour la population que vous voyez, 32 écoles aujourd'hui. On construit environ une école tous les 8 mois. En ce moment, nous avons une école en dur en construction pour remplacer une école en Adgeco et on a la construction d'une autre école en Adgeco en même temps. Ce qui veut dire qu'à la rentrée, on aura 2 nouvelles écoles. Mais ce n'est jamais suffisant. Et cela aussi impacte notre budget de fonctionnement puisque chaque fois que nous construisions une école, nous avons un impact de plus de 11 000 € sur le budget de fonctionnement. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir que nous sommes dans une situation où nous courons, nous essayons d'avancer, mais qu'il faut comprendre que ce n'est pas si évident que ça. Il manque des infrastructures, il manque des infrastructures sportives, culturelles, et malgré tout, les moyens, bien que nous sachions que le gouvernement aujourd'hui va donner des dotations à la baisse, hein, on le sait, c'est très difficile à entendre pour nous qui sommes dans une situation où tout n'est pas encore construit. Malgré cela, nous avons, nous, la volonté de travailler pour le territoire, pour l'ensemble du territoire, et les élus qui sont présents le font chaque jour. Et le font avec les chefs d'entreprise, avec le monde économique. On essaie de donner des conditions favorables d'installation du monde économique, mais parfois c'est extrêmement difficile puisque le foncier ne nous appartient pas, il appartient à l'État et la majorité du foncier sur Saint-Laurent, nous les communes, nous en avons très peu. Moi-même, j'ai demandé 2000 hectares à l'État, j'en attends toujours la réponse, bien qu'on nous a dit que ça devrait se faire rapidement. Sur l'ancien hôpital qui a été déménagé en 2017 sur le nouvel hôpital, ce n'est que cette année que nous avons eu la signature et l'achat et nous sommes devenus propriétaires de l'ancien hôpital pour quelque chose qui a été fait à partir de 2017. Vous voyez que c'est très très long de pouvoir travailler et en sachant que nous, la vie au quotidien avance beaucoup plus vite que le temps administratif.
Et puis, nous réfléchissons souvent à la coopération que nous pouvons avoir avec notre voisin, puisque comme vous le voyez, quand on regarde le fleuve, de l'autre côté, c'est le Suriname, et nous avons les difficultés de toute ville frontalière. Et je pense que statut de ville frontalière, que ce soit pour nous, Saint-Laurent-du-Maroni, ou pour Saint-Georges, ce sont des choses qui sont absolument à réfléchir et à trouver, parce que les difficultés que nous rencontrons sont aussi dues à cette proximité des pays voisins. Bien sûr, ce sont des enjeux importants, mais pas insurmontables. Et c'était une manière un petit peu de dresser le territoire de la ville et laisser ensuite tout un chacun pouvoir s'exprimer avec vous et échanger avec vous sur nos problématiques. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Madame le maire. Et bonsoir à tous et merci d'être présents et de m'accueillir à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est la première fois que je viens à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est pas du tout la première fois que je viens en Guyane. J'ai beaucoup fréquenté la Guyane entre 1997 et 2001, une époque où j'étais jeune. Oui, d'abord j'étais jeune, et c'était il y a longtemps, et j'étais jeune magistrat, et je travaillais comme conseil juridique du CNES, et à l'époque le CNES se posait la question de savoir si un jour on pourrait faire partir des Soyouz depuis Kourou, et ça posait toute une série de questions juridiques qui semblaient tout à fait angoissantes. Et donc moi j'avais travaillé pendant quelques années pour essayer de trouver des réponses à ces questions juridiques et essayer de faire en sorte que le projet puisse un jour se faire. Et de fait, un jour, il s'est fait. Et pendant une petite dizaine d'années, il a bien fonctionné, je crois. Et à cette époque-là, je venais très régulièrement en Guyane, parce que j'étais assez fasciné, je le disais tout à l'heure, faut imaginer la fascination que peut exercer chez un jeune homme qui a grandi dans une ville industrielle du nord de la France, cette immensité forestière, cette démesure quasiment d'une nature extrêmement puissante, qui résonnait un peu chez moi comme une terre d'aventure, en plus avec le spatial. Alors, du coup, j'en profitais pour venir régulièrement et pour me promener avec une petite voiture de location un peu partout. Mais à cette époque-là, je n'ai pas poussé jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, ce qui montre qu'on fait des bêtises quand on est jeune. J'ai pas été jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, je corrige aujourd'hui cette erreur d'il y a 25 ans. Si je suis en Guyane, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai décidé de m'engager dans un, je ne sais pas s'il faut dire tour de France, en tout cas, dans un exercice consistant à prendre mon temps et à parcourir le pays pour essayer de comprendre un peu partout en France la diversité et l'originalité de notre pays. Bien sûr, je connais la France. Quand j'étais Premier ministre, je me suis beaucoup promené, si j'ose dire. Bon, c'était pas toujours des promenades, mais j'ai beaucoup voyagé en France. Et puis, avant de devenir Premier ministre, j'ai beaucoup voyagé dans les Outre-mer, dans la France hexagonale. Et en fait, on se rend assez vite compte, quand on commence à regarder sérieusement les déplacements qu'on a faits, qu'il y a beaucoup plus d'endroits où on n'a pas été. Et qu'il y a forcément des sujets, des professions, des métiers, des aspirations, des géographies, des endroits qu'on ne connaît pas. Et ça me paraît un problème. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre mon temps et consacrer 2 à 3 jours par semaine, en plus de mon mandat de maire que j'aime beaucoup et qui m'occupe au Havre, pour parcourir le pays et essayer de comprendre métier par métier la réalité, les enjeux, les problématiques, les opportunités qu'il pouvait y avoir. Et puis région par région, essayer de découvrir les pépites économiques, les pépites patrimoniales, les élus qui font vivre des territoires, les initiatives sociales, bref, tout ce qui fait la réalité du pays, parce qu'il me semble que quand on veut réfléchir à son avenir, il faut commencer par bien le connaître. Et c'est vraiment pour ça que je viens ici en Guyane, pas tellement pour égrener une liste de propositions ou d'engagements ou de promesses, mais plutôt sur une logique consistant à se dire il faut faire les choses dans l'ordre. Et la première des choses à faire, c'est apprendre et essayer de comprendre. Et puis une fois qu'on a appris et essayé de comprendre, on peut passer à une deuxième phase, qui est la phase où on réfléchit, et la phase où on essaie de concevoir des solutions, concevoir des politiques publiques adaptées. Et puis ensuite, on peut passer à la phase d'après. Et la phase d'après, c'est la phase de proposition et de conviction.
Et si on arrive à proposer des choses et à convaincre que ces propositions sont les bonnes, on passe à la dernière phrase. Et la dernière phase, c'est faire. C'est véritablement transformer la réalité, essayer de mettre en œuvre ce qu'on a réfléchi. Et donc moi, je me situe plutôt au début de ce chemin-là, dans un moment où j'apprends et j'essaie de comprendre. Ce que vous le disiez, ce n'est pas la première fois que je vais en Guyane. Ça fait 25 ans que je ne suis pas venu. Et je peux lire toutes les notes que je lis à Paris sur la Guyane. Et on me fait des notes qui sont excellentes. Vraiment. D'abord parce que parfois elles sont faites ici, et on me les envoie. Et ensuite parce que les gens qui me les font essaient d'écrire en détail la réalité des problématiques, la réalité des enjeux. Mais on ne comprend jamais aussi bien les enjeux que quand on échange avec les femmes et les hommes qui font vivre un territoire, quand on voit les élus, quand on voit les entrepreneurs, les patrons d'associations qui font du social. Et cet exercice-là de découverte, d'apprentissage et d'essai de compréhension, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je me tais et je vous écoute. Merci. Bernard Sellier. Monsieur le Premier ministre, je partage tout à fait votre analyse et ce qu'a dit Madame le maire avant. Je crois qu'il n'est pas de bonne politique qui ne se fonde sur des réalités. La phrase n'est pas de moi, elle est du général de Gaulle. Je l'admire, nous sommes encore très nombreux à l'admirer, à essayer de nous situer dans la mesure de nos moyens, dans l'esprit qui a été le sien pour l'avenir de la France et des Français. Je crois que le message reste tout à fait actuel et l'année 2024 l'a confirmé. Il y a un autre homme que je voudrais citer, il est venu 12 ou 13 fois en Guyane, c'est Jacques Chirac. Il s'est intéressé beaucoup à la Guyane et à l'outre-mer de façon générale à partir du fameux plan vert de 1975. Maintenant, comme Madame le maire l'a dit, on a ici une population en forte expansion. La population de la Guyane double en 17-18 ans. C'est plus marqué sur le fleuve et moins marqué à Cayenne. C'est la réalité d'aujourd'hui à laquelle on n'a d'ailleurs apporté aucun remède d'aucune sorte. Autrefois, on a plafonné les allocations familiales à La Réunion, bien à l'initiative de M. Debré, que je voudrais citer aussi. Bien sûr que ça donnait des résultats. À l'initiative de l'ancien député, parce que là, s'il a été battu, Mansour Kamardine, M. Jospin avait signé un décret permettant ce plafonnement. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, dans sa famille, à Mayotte, et je pense que ça a évité que la catastrophe que Mayotte vit, sans parler du cyclone, soit encore pire. Mais la Guyane a de plus en plus de points communs avec Mayotte, et je pense que si quelques solutions sont apportées, notamment restriction des droits du sol à Mayotte, il ne faudra pas oublier la Guyane, et le plus tôt sera le mieux. Mais en matière d'équipement, pour les choses telles qu'elles sont, bien sûr, il est évident qu'avec, à ce jour, 450 km de route nationale et à peu près 500 km de route départementale pas merveilleusement entretenues, le compte n'y est pas. Quant à l'enclavement, Mme le maire parlait d'une idée ancienne, elle remonte aux années 70, hein, ça fait quand même 50 ans, ou près de 50 ans, de route du fleuve. J'ai eu l'occasion avec d'autres élus de participer au rendu du travail de l'armée tel que le président de la République l'avait demandé au mois de mars. Il est évident, moi j'ai longtemps été réticent comme d'autres, hein, que cette route de 250 km entre Apatou et Papa-Icheton, ou Maripasoula, doit être faite. Ça coûte, parce qu'il ne faut pas mégoter, il ne faut pas faire une piste en latérite de 6 mètres de large qu'on aura du mal à entretenir. On fait directement une route de 7 mètres revêtue. Je lirai ce matin un rapport au maire, et on passe de 200 à 400 millions. Maintenant, si dans la République française, si dans la France, parce que le problème ce n'est pas celui du statut du pays, on n'est pas capable de trouver, pour un département comme la Guyane, plein d'avenir malgré tout, 400 millions quand on peut trouver des sommes beaucoup plus importantes ici ou là, y compris dans le domaine social, ce serait désespéré, donc je préfère rester un optimiste de principe. Donc, je pense qu'un des grands projets de la Guyane, plutôt que de s'étriper pour savoir s'il faut un petit peu plus de déconcentration, de décentralisation, d'autonomie, tout ça, ce sont de faux problèmes. La solidarité nationale existe, la France existe, on est tous français et fiers d'être français. En réalité, même ceux qui donnent l'impression du contraire, je pense que ça peut être un des grands projets des 10 prochaines années. Ce ne serait pas le seul, parce que avec un tel rythme, et j'en termine, d'augmentation de la population, il est évident que la Guyane, qui avait 30 000 habitants quand j'étais enfant, 100 000 habitants, en 1990, a été plusieurs fois
non pas sauver, mais aider, normalement aider, c'est la solidarité nationale, par les grands chantiers de Jacques Chirac, 1987, plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement, le plan exceptionnel Guyane, présenté d'ailleurs par Léon Bertrand à la place du Premier ministre en 2007, 150 ou 200 millions d'euros, je ne me rappelle plus exactement, mais tout ça, c'était il y a pas mal d'années, et depuis, la population a cru et s'est multipliée, et les besoins de tout un chacun, y compris en matière d'énergie, on pourrait en parler, ils sont évidemment croissants. Chacun veut avoir un petit peu plus de 3 ampoules dans sa maison, il peut acheter des appareils électriques. Les chefs d'entreprise ici présents ont besoin d'énergie électrique, pour se développer. Donc, je pense que, à travers peut-être le contrat de convergence territoriale, qui n'est toujours pas signé, il y a quand même beaucoup de retard, il faudra de nouveau un plan exceptionnel Guyane. Il y a eu celui de 2017, je le sais, qui ça avait surtout rattrapé des retards en matière de construction scolaire, mais cette fois-ci, ce ne sera pas 1,2 milliard avec la route du fleuve, ce sera peut-être 3 milliards, mais 3 milliards en 10 ans, premièrement, c'est souhaitable, deuxièmement, c'est faisable. Oui, Manuel Jean-Baptiste. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. La dernière fois que je veux croire qu'on a aujourd'hui avec nous un potentiel présidentiable, un futur candidat aux élections présidentielles. La dernière fois que je m'étais adressé à un candidat, c'était à M. Benoît Apparu qui représentait M. Alain Juppé. Alors je vous souhaite plus de réussite que ce dernier. Et je vais prendre la parole, mes mots seront les mêmes. Je n'étais pas encore élu, j'étais président de l'association, mais mes mots ne changeront pas parce que la Guyane n'a pas changé. Alors vous avez été le Premier ministre du lancement de l'application des accords de Guyane, qui faisait suite à 1 mois de blocage de notre département pour demander des infrastructures. Vous avez également été le Premier ministre de la crise sanitaire, la crise Covid-19, mais également celui des Gilets jaunes. C'est donc pour cela, et en votre qualité, comme je l'ai dit, de potentiel présidentiable, que je veux, monsieur, vous demander le rapport que vous comptez entretenir avec la Guyane et ses quelques 350 000 habitants. Je parle de rapport parce que, concernant la gestion de la crise sanitaire, les Guyanais ont reçu avec d'autres compatriotes ultramarins un traitement particulier, donc différent de celui reçu par les hexagonaux. La Guyane, c'est un confinement en totalité avec 5 cas positifs. L'application des restrictions tout le temps de la crise sanitaire. Par exemple, en Guyane, nous n'avons pas connu comme à Paris des restaurants bondés de monde. Le monde économique ayant d'ailleurs subi un lourd tribut, ils sont ici, confirmeront, quand nos forces de l'ordre, elles, avaient du mal à contrôler les commerces illégaux parallèles. C'est une rupture de la continuité territoriale. Le Guyanais devait, pour se déplacer, justifier d'une raison valable vers l'Hexagone avec à l'arrivée une assignation à domicile contrôlée par les forces de l'ordre quand ce dispositif n'était pas valable pour nos voisins brésiliens qui arrivaient sur Paris. Et j'en passe. Je ne serai pas plus long sur la question de la crise sanitaire, vous l'avez vécu, et je pense que vous savez de quoi nous parlons, de quoi je veux parler, et nos 4 parlementaires, à ce moment-là, avaient du mal à porter la voix des Guyanais, ou tout du moins n'étaient pas forcément entendus. Vous avez aussi été le Premier ministre du passage aux 80 km/h, Madame le maire l'a dit, mon collègue Bernard Sellier l'a dit, sur les routes nationales, sachant qu'en Guyane, nos seuls axes reliant la Guyane d'est en ouest sont des nationales, en l'occurrence 500 km qui traversent le département dans les seules portions. Et vraiment, je veux que vous soyez attentifs à cela, les seules portions refaites d'année en année sont celles qui entourent la base spatiale. Et en ce moment même, la portion menant à l'aéroport, et j'ai envie de dire enfin. Avec vous, Président de la République, la route du fleuve bitumée verra-t-elle le jour? Alors où l'Europe impose un virage vers le tout écolo, vous avez été le Premier ministre qui a vu l'application du malus écologique en juillet 2019, qui veut entre autres que pour tout achat d'un véhicule pick-up double cabine, largement utilisé sur notre territoire, l'acquéreur s'acquitte d'une taxe dépassant les 10 000 €. On en revient aux routes, ce sont des véhicules adaptés pour le territoire et pour ça, le Guyanais, il doit débourser plus de 10 000 € pour acquérir ces véhicules adaptés.
La Guyane à 90%, c'est vous qui l'avez dit, recouverte de forêts primaires, n'est-elle pas bonne élève en matière d'écologie? Auquel cas, les excès des autres ne devraient pas l'impacter quand il s'agit de passer à la caisse. C'est aussi à ce territoire que l'on veut faire croire, Monsieur le Premier ministre, que les sous-sols surinamais, guyanais et brésiliens détiennent du pétrole, mais le nôtre non. N'est-ce pas ici se priver à travers la loi IMO d'un levier économique pour un département qui en a bien besoin au moment même où les États-Unis menacent de quitter les accords de Paris? Vous l'aurez compris, je ne serai pas plus long, il y a d'autres sujets, je laisserai mes collègues évoquer la question par exemple de l'éradication des squats, auquel cas il faudrait certainement pour la Guyane un énorme plan logement. Vous l'aurez compris, Monsieur Philippe, ma question fil rouge pour le potentiel président de la République que vous êtes est: la Guyane et les Guyanais seront-ils considérés différemment par le président qu'ils l'ont été par le Premier ministre? Merci. Vous voulez que je réponde? Je pense que oui. Ah ben je vais répondre alors. Il y a quand même plusieurs questions, plusieurs sujets. Oui, absolument. Absolument. D'abord, je vais commencer par répondre exactement à votre question en commençant par la fin. Est-ce que je changerais de façon de, pour reprendre vos mots, monsieur, considérer les Guyanais? La réponse est non. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre des mesures qui ont été prises, mais je ne changerai absolument pas de regard sur les femmes et les hommes qui vivent en Guyane, parce que j'ai aucune raison de changer de regard. Je les regarde comme mes concitoyens, je les regarde comme des femmes et des hommes qui sont égaux en droit, parfaitement républicains, et qui en plus vivent dans un territoire qui, à mon avis, a un potentiel extraordinaire pour notre pays. J'ai aucune raison de changer ce regard. Aucune. Après, je peux discuter avec vous d'un certain nombre de décisions que j'ai prises, ou que j'assume si elles ont été prises par d'autres, et d'un certain nombre de décisions qu'il conviendrait de prendre à l'avenir. Ça, je suis tout à fait disposé à en discuter, c'est le propre de la démocratie. Mais je n'ai aucune envie de changer en quoi que ce soit le regard que je porte sur mes concitoyens, parce qu'il est très, très clair et parfaitement respectueux. Vous avez évoqué, et c'est le premier point que vous avez évoqué, la crise sanitaire, en disant que, a posteriori, maintenant qu'on y pense, on se dit que le régime qui a été imposé aux habitants de la Guyane peut paraître extrêmement strict compte tenu de la réalité de l'épidémie au moment où la décision a été prise. Et je comprends que vous posiez cette question. S'il y a quelqu'un ici qui sait combien les décisions qui ont été prises ont imposé des contraintes dans les EHPAD quand il a fallu les fermer, dans l'isolement des plus jeunes lorsqu'ils n'ont pas pu être scolarisés, c'est moi. Aucune de ces décisions, la fermeture des restaurants, le confinement, je les ai prises l'esprit léger. Vous imaginez bien que je mesure à peu près au moment où je prends ces décisions ce que ça veut dire pour mes concitoyens. Fermer tous les restaurants en France, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, et à juste titre d'ailleurs. Donc je suis parfaitement conscient de ce que j'ai fait. Je suis parfaitement conscient, monsieur aussi, qu'aujourd'hui, ce qu'on me reproche, ça n'est pas ce que vous dites, d'en avoir trop fait. C'est de ne pas en avoir fait assez. Si j'ai été perquisitionné par la justice, si j'ai passé 6 jours en audition libre devant la Cour de justice de la République, ça n'est pas parce que j'en ai fait trop. C'est parce que, paraît-il, je n'en aurais pas fait assez. Et je dois répondre vis-à-vis des juges, vis-à-vis de magistrats, dont j'observe que pendant le confinement, ils ont totalement arrêté leur activité, de ce que la réaction à l'épidémie aurait été trop tardive. Donc vous voyez, vous me reprochez, et je le comprends très bien, d'avoir bougé trop fort, trop tôt, et la justice me reproche d'avoir bougé pas assez et trop tard. Où est-ce qu'est la vérité? La vérité, c'est que quand on est confronté au Covid, qu'on a des informations qui sont contradictoires, incomplètes, et souvent un peu erronées, qu'on vit dans un monde où très très vite, les gens vous disent non pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent qu'il faut vous dire pour se couvrir,
Parce que moi, j'ai eu à subir 2 épidémies en même temps. La première, c'était l'épidémie de Covid, la deuxième, c'était l'épidémie de parapluie. L'épidémie de Covid, elle tuait, l'épidémie de parapluie, elle protégeait. Et donc, j'avais tout plein de gens, des responsables de fédérations professionnelles, parfois des élus, souvent des fonctionnaires, qui me disaient « vous devriez faire ça ». Alors je disais « mais oui, mais vous avez raison, je devrais peut-être faire ça, ce serait formidable si on arrivait à faire ça, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ça ». Ah oui, ça on sait, ouais. Mais moi je vous dis que vous devriez faire ça. Comme ça, puis je vous l'écris surtout. Ça, c'est le quotidien d'un type qui est Premier ministre dans ce genre de crise. Et moi, je ne prétends pas avoir tout bien fait. Pas du tout. Je prétends simplement que j'ai fait de mon mieux en essayant d'expliquer aux Français. Et que compte tenu des instruments que j'avais, des incertitudes que j'avais, on a essayé de fixer le niveau de réaction au moment où on pensait qu'il fallait bouger. Est-ce que tous les soirs je me dis que j'ai parfaitement géré cette crise? La réponse est non. Mais est-ce que vous pensez que tous les soirs je me dis que j'ai parfaitement géré tout dans ma vie ou tout dans mon action publique? La réponse est non. Les gens qui se trompent jamais, c'est les gens qui font rien. Alors eux, ils se trompent jamais. C'est formidable. Ils ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de mains. Quand vous faites des choses dans votre entreprise, dans votre collectivité, quand vous prenez des décisions, quand vous en prenez beaucoup, ok, vous prenez des décisions qui s'avèrent pas bonnes, il faut essayer de s'en rendre compte assez vite et de les corriger. Et puis de ne pas les refaire. Parce que ça, c'est bien. Apprendre de ses erreurs, c'est quand même extrêmement précieux. Vous avez évoqué toute une série de décisions, certaines sont nationales, d'autres sont locales. Le 80 km/h, je sais que ce n'est pas populaire, je ne pensais pas quand je le faisais que ce serait populaire, je savais que c'était très impopulaire, le permis à points avait été très impopulaire, la ceinture de sécurité avait été très impopulaire. Bon. Et les 80 km/h sont très impopulaires. Bon. De remarque, je ne l'ai pas fait pour emmerder le monde, je l'ai fait parce qu'on a encore 3500 morts sur la route chaque année, et qu'en plus de ces 3500 morts, on a un nombre considérable de blessés. Et que je trouve que c'est un peu curieux, que c'est un peu dommage, et que si on peut diminuer le nombre d'accidents et l'impact et l'intensité de ces accidents, bah, c'est peut-être un service qu'on rend à plein de gens. Alors évidemment, quand vous évitez un accident, ça ne fait pas de bruit. Enfin, l'objectif, la raison essentielle de cette mesure, c'était ça. Après, je vais vous dire, cette mesure, elle a été imposée, et il appartenait à chaque conseil départemental de la conserver ou de ne pas la conserver. Il y a 50% des départements qui l'ont conservé, 50% des départements qui ne l'ont pas conservé. Ça doit vouloir dire que la vérité est à peu près au milieu. Bon. Est-ce que je le referai aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais est-ce que je considère que la sécurité routière, ça reste un sujet, y compris sur des routes comme celle-ci, qui sont, vous l'avez remarqué, moi aussi, sur lesquelles la vitesse peut paraître un facteur qui ne renforce pas la sécurité, compte tenu de l'état de la route, eh ben je pense que ça peut s'entendre, ça peut se discuter. Je n'en fais pas une affaire de principe, mais j'observe que 50% des départements n'ont pas supprimé cette obligation et ont préféré rester à 80. Alors qu'ils pouvaient l'enlever, hein. Ils étaient totalement libres. Donc, voilà, je suis d'accord avec 50% des départements français et pas d'accord avec 50% des autres départements français. Maintenant, parlons de l'avenir et de ce que je vois en Guyane. D'abord, des demandes relatives aux infrastructures. Et de fait, enfin, de toute évidence, le niveau d'équipement et le niveau des infrastructures est insuffisant par rapport à l'espace guyanais, par rapport au développement de la population guyanaise. C'est vrai que sur une route littorale, avoir deux fois une voie, qui d'ailleurs pas toujours à deux fois une voie, souvent abîmée, pour un territoire où on est maintenant 350 000, et où l'utilisation de l'automobile est indispensable pour les déplacements, c'est pas satisfaisant. Ne pas avoir de route qui remonte le fleuve, ça n'est pas satisfaisant. C'est pas neuf, mais c'est pas satisfaisant. Très bien. Il faut construire plus d'infrastructures, j'ai pas de problème avec ça. J'ai tellement pas de problème avec ça que je passe mon temps à dire qu'il faut baisser la dépense publique en France en matière sociale pour pouvoir consacrer les marges de manœuvre aux infrastructures, aux dépenses régaliennes et aux dépenses d'avenir. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est quand on dit il suffit de financer des infrastructures
en n'acceptant pas l'idée que pour financer des infrastructures, il va falloir changer des choses dans un certain nombre de domaines, et y compris en matière de dépenses sociales. Parce que là, ça ne boucle pas. Et j'ai aucun problème pour dire que si on veut préparer l'avenir de notre pays, on ne peut pas financer par de la dette les dépenses sociales, ce qu'on fait en ce moment, et les laisser exploser, et se priver des finances dont on a besoin pour faire ce que personne d'autre ne peut faire, c'est-à-dire la construction des infrastructures, pas simplement routières, hein, des infrastructures en général, les dépenses régaliennes, parce que personne d'autre ne peut les assumer, en matière de sécurité, en matière de justice, en matière de défense, et probablement quelques dépenses d'avenir en matière de recherche ou d'éducation pour préparer la suite, qui me paraît là aussi une priorité. Bon, donc la question derrière les 400 millions ou les 600 millions ou le milliard nécessaire, en vérité, c'est pas de savoir si on pense qu'il faut faire ou pas le projet. Manifestement, il faut le faire. C'est de savoir si on est prêt dans notre pays, et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on soit complètement prêt, à regarder la réalité en face et à se dire, ce qui explose en France, c'est la dépense sociale. Aujourd'hui, quand vous avez 1 000 € d'argent public dépensé, vous en avez 350 qui sont consacrés aux retraites et 200 qui sont consacrés à la maladie. Donc plus de la moitié de la dépense publique en France est une dépense sociale. Est-ce qu'on sait contenir cette partie-là pour pouvoir libérer des ressources sur les questions d'infrastructure ou sur les questions régaliennes? Ça, c'est un sacrément bon sujet. Et on ne répondra pas à la question de la route du fleuve, ou d'ailleurs à la question de la voie ferrée dans tel ou tel département français, ou à la question des investissements publics dans telle ou telle autre partie du territoire national, si on n'a pas répondu à cette question. Et je vois assez bien comment on peut y répondre, mais ça fera partie d'un débat public plus large. Sur la question de la prospection pétrolière, il se trouve que cette loi Hulot est une loi qui porte le nom d'un ministre qui était ministre dans le gouvernement que je dirigeais. Il se trouve que l'initiative de cette loi relève de l'idée du président de la République, qui, au moment où les États-Unis, c'est un éternel recommencement, sortait pour la première fois des accords de Paris, a considéré qu'il fallait prendre le lead au niveau mondial, c'était sa stratégie en matière de préservation de l'environnement, de respect des accords de Paris, et a donc considéré qu'il était utile de faire sortir la France de la prospection pétrolière, et a donc suspendu, puis interdit la prospection. Les derniers sondages qui ont été faits disaient, en tout cas ce que j'ai compris, qu'il n'y avait pas d'éléments probants. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas géologue, et donc, comme je ne suis pas géologue, je n'ai pas encore bien compris pourquoi, s'il y en a à gauche et s'il y en a à droite, on serait les seuls à ne pas en avoir au milieu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que je n'ai pas compris. Je ne suis pas géologue, je suis artilleur. En artillerie, quand vous avez un coup court et un coup long, au milieu, c'est la vérité. Bon, alors manifestement, en géologie, ce n'est pas le cas, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'il faut faire de la prospection pétrolière? Et plus généralement, est-ce qu'il faut exploiter mieux les richesses minières, géologiques, les ressources naturelles de la Guyane? C'est un énorme sujet. C'est un très bon sujet. J'observe qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est jamais déterminé par la Guyane, jamais déterminé par les Guyanais. Il est déterminé par l'État et il est déterminé en fonction de considérations nationales, voire internationales. Et ce n'est pas illégitime, hein, c'est normal, c'est le droit en tout cas. J'ai tendance à penser que sur des questions qui concernent un territoire comme la Guyane, je vous en dirai un mot après, on gagnerait, me semble-t-il, à faire en sorte, à minima, d'avoir une consultation puissante de la population locale avant de prendre une décision, à minima. À minima. Et ça me conduit à un sujet, qui est un sujet sur lequel je ne veux pas passer trop de temps, mais sur lequel j'ai l'esprit assez clair, qui est le sujet statutaire. Qu'est-ce qu'on fait avec la Guyane? Est-ce que les institutions de la Guyane aujourd'hui sont satisfaisantes? J'aime pas y passer des heures, parce que je trouve qu'on passe des heures sur les questions juridiques et que ce n'est pas l'essentiel. Je dirais donc juste ceci. Je suis totalement partisan, pour des raisons que je comprends parfaitement et que je pourrais parfaitement exposer, de systèmes qui laissent la plus grande autonomie possible aux territoires lorsqu'ils sont
éloignés de la France hexagonale et qui ont des spécificités ou des différences ou des caractéristiques ou des qualités. Vous dites le mot, je m'en fous, mais effectivement des caractéristiques qui sont différentes de celles de l'Hexagone. Et je suis totalement convaincu de ça. Je vais plus loin. On a évoqué cette question totalement déconnante, enfin pardon de le dire comme ça, de la réglementation applicable aux piroguiers. On est champion du monde. Totalement déconnant. On est parfaitement dans le droit. C'est-à-dire que c'est une compétence de l'État qui définit une réglementation. Il est animé par le souci de faire en sorte que la voie soit déclarée navigable, que la navigation puisse être assurée, ce qui est important puisqu'on fait du transport de personnes ou de marchandises, en l'occurrence de personnes, beaucoup. Donc, il produit sa réglementation. Je pense que sur ce type de questions, et en vérité sur beaucoup de questions, on aurait parfaitement pu agir de la façon suivante. L'État définit les objectifs. Assurabilité des biens et des personnes, sécurité suffisante du service assuré, parce que, évidemment, il y a charge d'âme sur un fleuve. Très bien. On définit les objectifs. Et je pense qu'on aurait très bien pu imaginer un système qui n'existe pas aujourd'hui, dans lequel on dit, on va demander à la collectivité guyanaise de proposer une réglementation qui atteint ses objectifs. Si elle propose une réglementation qui paraît correspondre aux objectifs fixés par l'État, ben ça va être la réglementation. Et donc, la réglementation, elle est pensée, conçue, discutée et adaptée à la réalité locale. Si c'est ça le plus d'autonomie, mais c'est même pas que je suis pour, c'est que je suis à fond les manettes pour. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis convaincu qu'on peut obtenir des résultats aussi, enfin plus efficace même, en tout cas obtenir des résultats, en laissant la possibilité localement de formuler des réglementations, quitte à ce qu'elles soient des propositions pour qu'elles soient ensuite reprises par l'État si on considère que c'est la compétence de l'État. Bon. Et donc je suis favorable à effectivement beaucoup plus d'autonomie. Je suis totalement défavorable à tous les projets qui rompent le lien avec la France. Totalement, c'est même pas une question de lien, ça j'y suis radicalement opposé, mais je suis totalement favorable à tout ce qui relève d'une plus grande autonomie et donc d'une plus grande responsabilité. Parce que comme j'aime la liberté, ça va avec la responsabilité. Ça, c'est ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un système dans lequel les financements sont plus clairs, les compétences sont mieux exercées, et dans lequel on ne passe pas son temps à dire il nous manque ça, ou il nous manque ci, ou il nous manque ça, ou il nous manque ci. Un système dans lequel, au fond, on est beaucoup plus autonome et beaucoup plus responsable. Voilà. Monsieur Berthelot. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Je voudrais vous parler un peu du monde économique, parce que je suis mandataire de la CPME et on connaît beaucoup de difficultés sur ce territoire. On a une première difficulté, Madame le maire l'a rappelé tout à l'heure, c'est le foncier. Il y a beaucoup de projets de développement d'entreprises. Par contre, dès qu'il s'agit de trouver un terrain pour pouvoir s'implanter, c'est très compliqué en Guyane. Et même sur les opérations, sur les futures OIN de Saint-Laurent, quand l'EFPAG est venu nous présenter les OIN, ils nous ont dit, en juillet 2022, ils nous ont dit que les appels à candidature sur ces OIN seraient à partir de 2027. Quand on est chef d'entreprise, c'est forcément un temps beaucoup trop long et je pense notamment à ma collègue derrière avec sa brasserie qui, elle, cherche un terrain depuis très très longtemps pour développer son activité. 2027, c'est pas possible. Dieu sait que c'est prioritaire, une brasserie. Les yeux, en tout cas. Le deuxième problème qu'on a, c'est un problème d'éloignement. En 2022, encore, le service des impôts a délocalisé le service des impôts des entreprises. Avant, on avait un service des impôts des entreprises à Saint-Laurent et un service des impôts des entreprises à Cayenne. Maintenant, on a un service des impôts des entreprises de la Guyane. Je sais très bien que c'est rationalisé, mais c'est oublier qu'entre Saint-Laurent et Cayenne,
il y a 250 km et que ça ne se fait pas comme ça, et que quand on a un problème, ici, c'est souvent avec les impôts, faire 250 km pour aller régler un problème, c'est très compliqué. On avait le même problème avec la Caisse Générale de Sécurité Sociale, mais ils viennent d'ouvrir des beaux locaux à Saint-Laurent, avec un service d'entreprise, donc ça avance quand même sur ces sujets-là, il y a quand même des choses qui avancent, cet éloignement que nous avons, nous, chefs d'entreprise de l'Ouest guyanais, par rapport à Cayenne et par rapport au centre de décision, à Cayenne, c'est très compliqué. On a un troisième problème qui est, là pour tout le monde, qui est ce qu'on appelle l'économie informelle, mais moi je préfère dire illégale, et qui nous pénalise beaucoup puisqu'on a une ville frontalière. Et la structure en fait des services de l'État en Guyane, notamment en matière de contrôle, fait que on contrôle ceux qui ont un SIRET et ceux qui sont déclarés. Et ceux qui ont une activité illégale ne sont jamais déclarés. Donc, on vient toujours contrôler les gens qui sont en règle et qui se mettent en règle. Et pour certaines professions, c'est quelque chose qui est insupportable parce qu'ils voient au pied de leur commerce des activités illégales et ça, c'est très très compliqué et c'est un problème juste d'effectifs de contrôle par rapport au territoire guyanais. On n'a pas d'effectifs de contrôle pour faire du contrôle sur place. C'est la même chose en termes d'allocation familiale, parce qu'il faudrait qu'il y ait des contrôles qui se fassent pour les contrôler. On sait qu'il y a des gens qui sont déclarés sur la commune de Saint-Laurent et puis qui vivent de l'autre côté du fleuve et pourtant qui touchent des allocations en France. C'est aussi un souci. Et voilà, on a ce problème de contrôle où ce sont les entreprises contrôlées qui sont les entreprises déclarées, pardon, qui sont systématiquement contrôlées. Et ceux qui exercent une activité légale, en fait, les services de l'État, ils ne les voient pas, ils rendent de l'argent et c'est très compliqué. Alors, ça entraîne aussi beaucoup de procédures. Moi, je suis mandataire auprès du pôle social du tribunal judiciaire et on a beaucoup de procédures au tribunal judiciaire, mais en fait, s'il y avait un traitement correct des services de la CGSS de Guyane, il y a 90% des dossiers qui n'arriveraient pas au pôle social. Là, j'ai reçu le rôle pour l'audience du mois de février. Il y a 103 affaires au rôle. On n'a qu'une audience par mois, il y a 103 affaires au rôle. Et je suis persuadé que sur ces 103 affaires, voilà, il y en a 90% qui ne devraient jamais arriver parce que les gens ont fait des réclamations qui n'ont pas été traitées. Et donc, on arrive à un moment, on a un système aujourd'hui où en fait, on a un avis qui est émis soit par la CGSS, soit par les impôts. On ne sait pas s'il est arrivé, parce qu'on a quand même aussi un problème de courrier, avec des adresses qui changent, qui ont évolué, et des courriers qui n'arrivent pas. Et donc des gens, des fois, se retrouvent avec des contraintes, quand c'est la CGSS, ou une saisie administrative à tiers détenteur, quand il s'agit des impôts, avec des avis qu'ils n'ont même pas reçus. Ils n'ont pas reçu l'avis initial, ils n'ont pas reçu la lettre de relance, ils n'ont pas reçu l'avis de mise en recouvrement, ils n'ont pas reçu la mise en demeure, parce que, en plus, alors, les services de la CGSS, eux, ils envoient des recommandés, mais les services des impôts ne sont pas obligés d'envoyer des recommandés. Donc, dans un territoire comme la Guyane, des fois, une personne, elle a une saisie ATD sur son compte, et elle ne sait même pas ce que c'est, puisqu'elle n'a jamais rien reçu. Et ça, c'est dû notamment, sur les taxes d'habitation, avec la réforme, très bonne réforme, mais il y a eu des aspects négatifs, puisque sur des locaux, résidences secondaires, etc., donc, elle existe toujours. Par exemple, moi j'ai un bureau secondaire à Cayenne, pour lequel je paye de la contribution foncière des entreprises. Et là, j'ai eu une saisie ATD au mois de janvier sur mon compte, mais je ne savais pas ce que c'était, parce que je n'ai pas reçu l'avis initial, je n'ai pas reçu de mise en demeure, je n'ai pas reçu le recommandé. Et en fait, je m'aperçois que sur mes bureaux, on m'a compté une taxe d'habitation sur des locaux professionnels, alors que je n'avais rien reçu. Et ça, parce que le système fait que les impôts aujourd'hui, dans la loi actuelle, les mises en demeure, au moins la mise en demeure, il faudrait au moins que la mise en demeure arrive en recommandé. Donc, on a ce problème-là de relation avec l'administration qui est
parfois compliqué en Guyane quand on est chef d'entreprise. Et il y a un dernier problème que je voudrais évoquer, qui concerne aussi les chefs d'entreprise, c'est nos difficultés pour le recrutement, parce qu'on a un problème de formation. Et on n'a pas seulement un problème de formation on a surtout un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de formation dans l'Ouest guyanais. On a tout un tas de secteurs où il n'y a pas de formation. On a un grand besoin de formation, c'est vrai que faudrait, et quand on cherche du personnel formé, c'est compliqué. Et pourtant, on a une population qui est très très jeune. Donc on a vraiment ce besoin de formation pour développer nos entreprises. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui partent faire des études supérieures. Il y a plein de domaines. Et si je prends la comptabilité, on a un DCG ici qui est fait par la Chambre de commerce, mais qui est à Cayenne. Et autrement, toutes les études de comptabilité, ils partent en métropole. Et quand ils sont partis en métropole, ils ne reviennent plus sur le territoire. Donc il y a des gens qui ont été formés par le système français, qui est un très bon système, qui fonctionne bien, mais ils ne reviennent plus en Guyane, ces gens formés. Et c'est très compliqué pour recruter du personnel. Et je pense là, pour tous mes collègues chefs d'entreprise, il y a beaucoup de secteurs où, où on n'a pas de formation du tout, en fait. Là, sur l'Ouest guyanais, on n'a même, je parle pour mon secteur, en termes de comptabilité, on n'a même pas un bac professionnel de comptabilité. Il n'y a pas un BTS comptable. Est-ce que, c'est une question que je pose au moins autant aux chefs d'entreprise qu'aux élus, mais comment fonctionne l'apprentissage ici? Alors oui, difficilement. Donc il y a quelques formations d'apprentissage avec la CCI de Guyane et son antenne de l'Ouest. Là, ils font quelques formations d'apprentis. On a Cayenne, on a un peu plus de formation, la CCI de Cayenne un peu plus de formation, et après on a quelques entreprises qui fonctionnent avec de l'apprentissage en distanciel. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi un des intérêts des évolutions avec la crise Covid-19, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui peuvent maintenant se faire à distance. Mais encore faut-il qu'on ait un accès Internet correct et pas des coupures d'électricité, parce que le réseau électrique et le réseau Internet, c'est pas toujours sur l'ensemble du territoire, c'est pas toujours top. Pardon. Si vous permettez, je vais compléter quelque chose. Tout d'abord, sur la partie qui concerne les formations, nous avons 10% des formations qualifiantes ou certifiantes sur l'Ouest, alors que 70% des jeunes à former sont sur l'Ouest. Vous voyez, donc là, on a un problème d'équilibre, déjà. Sur certaines formations, ça n'existe pas. On essaie, nous, commune de pallier, parce que le plus grand, alors celui qui a le plus d'alternants dans l'Ouest, c'est la commune de Saint-Laurent. Donc, en tant que collectivité, on a été obligé de prendre, alors que d'habitude, les alternants, ils vont dans les entreprises, par exemple, sur le BTS qui est fait par la CCIG, sur la PME, PMI, eh ben, on les prend quand même chez nous, parce que sinon, ils n'auraient pas d'endroit où aller en stage. Donc ça, c'est très compliqué. Et en plus, on est sur une situation où, alors je suis contente que vous ayez parlé de l'électricité, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à sortir le doublement de la ligne, parce que la production d'électricité en Guyane, elle se fait à petits sauts. Elle est suffisante en tous les cas aujourd'hui, mais le transport de l'électricité qui se fait de Petit Saut à Saint-Laurent, elle est sur une ligne non sécurisée. Le doublement de la ligne a été mis dans l'accord de Guyane de 2017, c'était écrit. Le problème, c'est qu'on n'en voit pas le jour, personne ne s'y met, et en fait, tous les jours, on me dit oui, on va faire le doublement de la ligne. C'est toujours quelque chose qui revient après, et en fait, nous, on a même un groupe, je vous le dis, les élus ont un groupe où toutes les coupures sont répertoriées. Donc, je peux vous donner toutes les coupures toutes les semaines, on a des coupures, ça peut être un quart d'heure, 5 minutes, 2 heures, un blackout de 24 heures, on a de tout. Et ça, c'est compliqué, mais on a pareil pour Internet. C'est-à-dire, de temps en temps, vous avez des journées complètes sans Internet. Comment une entreprise peut fonctionner? Elle n'a pas d'électricité, elle n'a pas d'Internet. C'est compliqué, parce que tout le monde est à l'ère du numérique. Et donc, sur les communes du littoral, on arrive encore à se débrouiller, mais quand on arrive, Grand Santi, Papa Ichton, Maripasoula, alors là, c'est aléatoire.
Et donc, c'est vraiment un gros problème. Et pour revenir sur la première question, qui est la question du foncier, je tenais à dire que aujourd'hui, le cadastre en Guyane n'est pas à jour. Le cadastre n'est pas à jour du tout. Et parce qu'il manque des effectifs dans les services de l'État, c'est comme ça. Et on a réussi à faire un certain nombre de choses lorsque la commune, il y a quelques années, a mis quelqu'un pour faire entrer les données dans le logiciel. On a payé quelqu'un pour le faire, mais au niveau de l'État, on a un vrai problème. Et on a des surprises parfois, hein, parce qu'on a des terrains qui sont sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui sont enregistrés au rôle de Montsinéry-Tonégrande. Quand vous cherchez, vous trouvez ça. Non, on a des choses qui sont... C'est ubuesque, hein, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que, à mon avis, il est très difficile. En plus, quand les entreprises veulent s'installer, on a le gros problème du logement, que ce soit pour les enseignants, pour les médecins dans le domaine de la santé, les infirmières et tout ça, que ce soit pour la cité judiciaire qui va ouvrir, puisque les travaux vont commencer en fin d'année. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas de logement. Mais les normes et les procédures sont les mêmes que celles que dans l'Hexagone. Donc moi, à Saint-Laurent, pour commencer à mettre le premier coup de pioche pour construire, je commence par avoir la loi sur l'eau, je commence par avoir les fouilles archéologiques. Quand j'ai fait ça, j'ai pris 18 mois ou 3 ans directement. Donc ça, c'est très compliqué. Mais pour n'importe quelle personne, c'est-à-dire celui qui veut construire une clinique et qui va vouloir construire, il a déjà ces deux choses comme ça. Et en plus, on a des normes qui ne correspondent pas aux pays voisins, donc on est obligé de faire venir tout ce qui est construction de l'Hexagone parfois. Je donne un exemple. Où nous sommes ici, c'est la ville pénitentiaire. Ces constructions ont été faites en briques. À l'époque, il y avait une briqueterie qui les faisait. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On n'a qu'une briqueterie de briques crues qui est à Mana. Les briques cuites ici, dès que je dois réparer un bâtiment, une clôture autour, je fais venir la palette de briques de métropole. Si vous voyez le coût que ça fait, quoi. C'est très compliqué. Et c'est pareil pour les entreprises. S'ils sont dans un bâtiment classé, ils ont les mêmes problèmes que nous. C'est pareil. Donc c'est vraiment très difficile. Peut-être pour donner, je ne peux pas répondre à tout ce que vous évoquez, mais en revanche, je peux entendre tout ce que vous venez de dire et y songer, essayer de l'intégrer. Mais quand même, 2 éléments. D'abord, l'élément du foncier, il me frappe parce que tout le monde m'en parle. Les agriculteurs, les élus, les chefs d'entreprise, et je suis bien persuadé que, comme je ne suis arrivé qu'hier et que je vais partir vendredi soir, d'ici vendredi soir, on va encore m'en parler. On a donc un sujet, manifestement, sur le foncier, sur sa propriété, bien entendu, sur les conditions de son transfert, soit aux collectivités territoriales, soit aux particuliers, entreprises ou particuliers. Ça, je l'entends. Au moins autant que sur la propriété du foncier, il y a un sujet sur la réglementation applicable au foncier, quelle que soit sa propriété. C'est-à-dire la capacité qu'on a à aménager des territoires, à construire sur des territoires, la nécessité de compenser environnementalement quand on construit et quand on réalise un projet sur un territoire, le zéro artificialisation nette, la loi littorale, tous ces sujets qui partent toujours d'un bon sentiment, d'une volonté de protéger, en général d'ailleurs du constat d'une erreur dans le passé qu'on veut protéger. La loi littorale, c'est intéressant, la loi littorale, c'est le produit de gens qui se disent on a laissé bétonner totalement, parfois d'ailleurs avec la bénédiction de l'État, le littoral, et notamment le littoral languedocien, et donc il faut qu'on protège cette richesse géographique, patrimoniale française, en rendant beaucoup plus difficile la construction sur des terrains vierges et en faisant en sorte qu'on ne fasse plus de n'importe quoi sur les littoraux. Ça part d'un assez bon sentiment. Mais aujourd'hui, ça s'applique d'abord à des éléments ou à des communes qui sont parfois assez loin du littoral, et surtout, ça vient percuter ou se conjuguer, on va dire, à d'autres réglementations qui fait qu'on n'arrive plus du tout à utiliser les sols et à répondre aux besoins de la population. Et ce n'est pas viable. Quand on n'arrive plus à répondre aux besoins de la population, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans le truc. Donc, il faut évidemment transformer un certain nombre de règles d'utilisation du foncier. J'en donne une que les élus connaissent, et qui est peut-être
pas totalement connu par le reste de la population, mais c'est la question des compensations environnementales. Moi, j'ai la conviction que le régime des compensations environnementales doit être désormais totalement supprimé. C'est-à-dire que si on fait le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la réduction de notre consommation de foncier, et j'y suis pas totalement opposé parce que je pense qu'il faut faire attention au foncier, en tout cas il faut le gérer avec sobriété. Si on fait de la gestion sobre du foncier, c'est absurde, en plus de se dire que quand on fait quelque chose, on doit compenser. La compensation environnementale, c'était le zéro artificialisation nette avant le zéro artificialisation nette. Mais maintenant qu'on a ça, on ne peut pas cumuler les deux instruments. Donc moi, je suis parfaitement résolu à supprimer le régime de compensation dès lors qu'on a quelque chose qui ressemble aux ZAN, qu'on peut par ailleurs un peu corriger à mon avis. Ouais, mais parce que sinon, moi je ne comprends plus rien à Saint-Laurent. Non, mais c'est pas l'idée du ZAN et c'est pas possible. Et là aussi, on peut se poser la question de savoir si ça a du sens d'appliquer la réglementation de la même façon à Calais ou à Dunkerque où on perd des habitants, et Dieu sait que c'est pourtant des belles villes, et ici où on en gagne. Je veux dire, imaginez qu'on va se coller les mêmes contraintes dans l'utilisation du foncier dans des endroits où on a beaucoup d'habitants en plus et dans des endroits où on a beaucoup d'habitants en moins, et quand même un truc qui n'est pas spontanément compréhensible. Hein. C'est un peu comme le coup du à gauche il y en a, à droite il y en a, mais au milieu il n'y en a pas, quoi. Donc je pense qu'on peut faire mieux. La deuxième chose qui me frappe dans ce que vous dites, et ça me frappe depuis que je suis arrivé, c'est que on a malheureusement fini par s'habituer en métropole à des délais qui sont longs et à une action publique qui est lente, mais il n'y a rien de commun avec ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment par rapport à des délais qui sont particulièrement longs et par rapport à une action publique qui est particulièrement lente. Mais alors ça, de ce point de vue-là, je me pose des questions que je ne me suis jamais posées, mais je vais vous garantir que je vais essayer de trouver des réponses, parce que des opérations d'intérêt national décidées en 2016 et commencent à être mises en œuvre en 2017 se soient traduites par rien, les premières constructions en 2025. Là, honnêtement, je ne l'ai pas là. Il y a un truc qui ne colle pas là. Donc cette lenteur-là est extrêmement, et on voit bien que cette lenteur-là est extrêmement pénalisante dans un contexte où il y a de plus en plus de gens. Et dans un contexte où, parce qu'il ne faut pas non plus être totalement négatif, d'ailleurs vous ne l'êtes pas, la vérité c'est qu'il y a des perspectives en Guyane. Il y a plein de difficultés, hein, j'en suis conscient, mais il y a des perspectives. Et donc quand il y a des perspectives, laisser geler un problème, ou laisser geler une solution et ne rien faire, c'est criminel. Donc, enfin c'est criminel, je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est idiot. En tout cas c'est idiot, ça c'est sûr. Donc cette question-là, de la lenteur particulière de l'action publique, ici, j'aimerais bien la désosser, parce que ça me paraît beaucoup plus lent que ce à quoi malheureusement on est habitué dans l'Hexagone, qui est déjà pas hyper rapide. Après, pour expliquer une certaine lenteur, on a encore une sous-préfète qui s'en va, et ça change tout le temps. Tous les 2 ans. Et à Saint-Laurent, là par contre c'est très rapide, le changement de sous-préfet c'est souvent. Et après on reste souvent 6 mois sans sous-préfet, et il y a beaucoup de lenteurs qui sont dues à ça. Le remplacement des sous-préfets est très très lent. Et il y a des décisions qui doivent se prendre avec l'État, et si on n'a pas de représentant de l'État pour prendre les décisions, c'est très compliqué. Et ça c'est pour tout le monde. Hein, ça c'est très compliqué pour nous. En plus, on est loin des centres de décision, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'une décision de la DGDN, vous n'avez pas la sous-préfecture. Vous informez la sous-préfecture, mais il faut que ce soit Cayenne qui vous donne la réponse. C'est un peu compliqué comme système. Monsieur Arnaud Fulgence. On a fait un peu l'état des choses qui ne seraient pas acceptables sur le territoire national et qui se passent du coup sur le territoire guyanais. Et j'ai envie de dire, dans le souci de ce que vous faites un peu de façon inédite, c'est-à-dire de venir à la rencontre un peu de tout le monde, je pense que le plus simple, ce serait de nous dire ce que vous percevez de là où vous êtes, de ce qu'est le monde économique, notamment en Guyane, de ce qu'est la vie administrative en Guyane, et que dans l'exercice, ce soit nous qui répondons aux questions. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que cette lenteur que vous avez qualifiée de criminelle, elle est criminelle. Non, je ne devrais pas dire criminelle. Mais non, mais elle est criminelle, parce que je vais aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des chefs d'entreprise qui arrêtent leur activité pour quitter la Guyane. On a des gens qui partent, on a des fonctionnaires qui arrivent au CHOG, qui ont demandé leur mutation, donc ont eu un projet de vie, et qui démissionnent. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est arrivé à un point
où les choses sont plus acceptables. Donc la question, pour appuyer un peu ce que disait monsieur Jean-Baptiste, dans la relation qu'on peut avoir maintenant avec le national, elle part aussi de la perception que le national a aujourd'hui de la Guyane. Et je pense que ce serait beaucoup plus simple et peut-être plus constructif et plus efficace que vous dressiez un peu ce que vous percevez, notamment en plus avec les 2 jours que vous avez passés. Et d'ailleurs, j'aimerais vous féliciter parce que vous êtes un des seuls élus nationaux qui a pris la route. Donc déjà, au moins, c'est vrai. Ça c'est pas mal, donc j'aimerais vous féliciter. Mais la réalité, elle est là, c'est-à-dire que souvent, on a eu un défilé d'élus qui sont venus et qui ont dit je vous écoute, dites-nous un peu ce qui est. Puis finalement, on a dressé ni ce qu'on dresse aujourd'hui. Ce qu'a dit M. Jean-Baptiste aujourd'hui date de 2017, nous sommes en 2025, et ça n'a pas changé, il n'a pas changé un mot. Ça date pas du tout de 2017, il m'a parlé que de trucs que j'ai fait depuis 2017. Allez, il a parlé quand même des accords de Guyane qui n'ont pas été respectés. Donc, je pense que le plus simple, ce serait, et je pense que tout le monde là n'a pas forcément la facilité peut-être de s'exprimer sur les choses qu'ils vivent, et c'est peut-être pas le but non plus, mais de voir un peu comment est perçu le monde économique. Parce qu'aujourd'hui, nous en tout cas sur le territoire de Saint-Laurent, la plupart des entreprises sont des très très petites entreprises. Et chaque fois qu'on discute, on discute à des hauteurs qui ne concernent même pas ce tissu qui finalement est le plus grand tissu. Donc, je pense que le plus simple, ce serait vraiment d'aller dans cet exercice-là. Et franchement, je pense que tout le monde réagirait très rapidement à tout ce qui serait dit. Et vous pourrez repartir avec une besace pleine d'idées et de propositions pour le président que vous prévoyez d'être. En tous les cas, c'est criminel. Moi, je veux dire que l'OIN, c'est criminel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'OIN a été fait pour accélérer la construction de logements sur le territoire et que moi, j'ai des maisons qui sont en informel, qui brûlent et les gens meurent. Donc, pour moi, c'est criminel. Ça c'est clair. Vous n'avez pas tort quand vous posez la question, mais c'est compliqué. Encore une fois, je suis arrivé hier. Je posais la question de l'apprentissage parce que typiquement, pour le coup, j'ai fait une réforme de l'apprentissage et je crois beaucoup à cette façon d'apprendre et de rentrer dans le monde professionnel. Mais je vois très bien l'inconvénient qu'il peut y avoir ici parce qu'il faut quand même une base de formation existante pour développer la formation par apprentissage. Et la question, c'est est-ce que la base est suffisante? Et manifestement, elle ne l'est pas. Donc, je vois très bien le côté... en réalité, on est dans un besoin d'amorçage. Il faut donner un coup pour améliorer l'offre pour qu'ensuite, on puisse partir. Le phénomène que vous décrivez, cela dit, de départ d'une jeunesse formée, n'est pas propre à la Guyane. Il est assez général dans tous les territoires ultramarins, pour le coup. Il y a des choses qui sont très différentes dans les Antilles et en Guyane, il y a des choses qui sont très différentes en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, mais ce phénomène d'une mobilité de la jeunesse formée, d'une surmobilité de la jeunesse formée, d'un non-retour, est une caractéristique, pour le coup, qu'on retrouve à La Réunion. Et pourtant, où il y a 1 million de personnes, enfin 950 000 personnes, et une économie qui fonctionne plutôt pas trop mal. Il y a ce phénomène, et il est assez généralisé. Et ici, ce qui est intéressant, ce qui est une difficulté, c'est que vous avez presque, j'exagère, mais j'exagère pas vraiment manifestement, vous avez presque un mécanisme dans lequel on forme des jeunes qui s'en vont, qui sont remplacés par des jeunes qui arrivent, mais qui ne sont pas formés. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, voilà. Et ça, c'est compliqué à manier quand on a besoin d'une main-d'œuvre formée pour faire tourner une économie. Là, je vois bien et c'est particulièrement vrai dans l'Ouest, parce que l'afflux de population est continu. C'est-à-dire que nous, vraiment, si le RSMA n'était pas là, on aurait eu encore une plus grande difficulté, puisque eux forment 700 jeunes par an. Donc, si on n'avait pas... Oui. Alors, nous, aujourd'hui, on essaie de mettre en place... on a commencé à mettre en place une Digital Academy avec un campus connecté et pour pouvoir faire de la formation à distance, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Dans le lycée, il y a peut-être un BTS, 2 BTS. Et quand on connaît la population de Saint-Laurent, on se dit que ce n'est pas raisonnable. Le mot, c'est raisonnable. Donc, l'université nous dit en 2030, on sera installé.
c'est toujours trop loin. Enfin, je veux dire, il y a des générations qui sont perdues. Enfin, maintenant qu'on parle d'apprentissage, je pense qu'il y a quand même un point qui est important. On est quand même touché d'illettrisme plus, parce qu'on a une formation initiale qui commence à être très compliquée. Donc, ce qui serait bien, c'est de commencer par d'abord. Et je pense qu'il faut... Parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage, en réalité, il est le même qu'au national, sauf qu'il n'est pas adapté. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de scolariser les enfants, tout comme... on a ces réalités qui ne collent pas, en vérité, à notre... on a des spécificités, on peut l'appeler comme on veut, mais on a une formation initiale déjà qui est déjà catastrophique. Déjà. Le problème vraiment sur les savoirs de base, c'est une grande catastrophe, hein, je le dis franchement. C'est-à-dire que même dans le personnel communal aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette en place une formation pour que les gens puissent apprendre à lire? Parce qu'on leur donne des documents écrits, on leur donne des fiches de paye, etc. Mais pour une partie, ils ne savent pas lire. Et je pense que ça aussi, ce sont des sujets qui sont importants pour nous. Et donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être applicables. Il y a un étage qui manque. Enfin, à un moment donné, on n'arrivera pas à faire, malheureusement, ce qui serait souhaitable pour l'avenir du territoire. Monsieur Jean-Baptiste. Oui, Madame le maire, merci. Monsieur le Premier ministre, comment se rendre en Guyane et particulièrement à Saint-Laurent sans parler d'insécurité? C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué. Là, vous avez en face de vous une partie du conseil municipal qui très récemment était en sitting devant la sous-préfecture en attendant la réponse du ministre de l'Intérieur face à un certain nombre de demandes que nous avions faites parce que les Saint-Laurentais mouraient, les Saint-Laurentais se faisaient tuer, les Saint-Laurentais ne vivent pas en sécurité. Et on avait cette impression qu'au niveau de l'État, il n'y avait pas de réponse qui était apportée. Quand elles le sont par l'envoi de forces supplémentaires, chose même que nous demandons, puisqu'on a l'impression que c'est la seule chose que l'on nous propose. Malheureusement, ces forces supplémentaires, elles arrivent en Guyane, elles ne restent que très peu de temps. 3 mois pour certaines, et puis après elles repartent. Donc on a du mal à pérenniser ces forces, et c'est pour ça, depuis quelque temps maintenant, nous votons chaque année pratiquement l'installation d'un commissariat de police à Saint-Laurent du Maroni. Nous recevons à chaque fois une fin de non-recevoir, puisque malheureusement les gouvernements successifs interrogent qui? Ils interrogent le préfet qui renvoie des éléments de satisfaction de son bilan. Donc à la fin, c'est le serpent qui se mord la queue. On a toujours l'impression d'avoir tout fait, bien fait, mais ça n'est qu'avec le recommencement. Et la Guyane, située là où elle est en Amérique du Sud, connaît, comme l'avait dit M. Gabriel Attal, une délinquance sud-américaine avec des réponses européennes. Auquel cas, on n'arrivera pas au bout de nos difficultés. Alors, encore une fois, je m'adresse au potentiel présidentiable en disant, est-ce que, dans la continuité de ce que vous avez dit, est-ce que sur le cas de l'insécurité, qui est une chasse gardée régalienne, est-ce que sur le cas de l'insécurité, on partirait sur ce que vous avez proposé, des décisions qui sont également prises en collaboration avec les élus locaux, pour qu'enfin on puisse avoir à Saint-Laurent, où on a une population qui avoisine les 70 000 habitants, enfin un commissariat, quand on sait qu'en France hexagonale, le critère d'installation d'un commissariat, c'est à partir de 50 000 habitants. Donc, un élément très important, puisqu'on a avec nous le monde économique, il faut savoir que les forces de gendarmerie qui arrivent sur le territoire s'installent dans les hôtels. Donc, ça réduit l'offre hôtelière sur la ville de Saint-Laurent et réquisitionne, entre guillemets, le très peu de logements qu'il y a. Donc, c'est un plus pour la sécurité, mais ça impacte quand même l'offre touristique et l'offre de logement de Saint-Laurent-du-Maroni, et c'est bien dommage. Merci. Et à l'appui de ce qu'a dit fort bien Manuel, je souhaitais évidemment qu'on parle de ces sujets régaliens. Je suis ici depuis 38 ans, Monsieur le Premier ministre, avec une petite interruption, donc je me considère comme faisant partie du pays et des meubles, mais
j'ai honte d'être dans le département qui, depuis quelques années, est champion de France, il en faut bien, d'insécurité. Ça, je ne peux pas l'admettre. Je ne l'admets d'ailleurs nulle part. Alors, pour ce qui est de ces questions d'insécurité, quand Léon Bertrand était ministre, il nous avait dit, donc il y a 20 ans, si vous avez quelques idées, moi j'avais notamment émis l'idée qu'il y ait un petit peu moins de gendarmes mobiles en proportion, parce qu'il reste 3 mois, il travaille bien par ailleurs, mais à chaque fois on recommence, et plus de gendarmes départementaux. Bien entendu, ça n'a jamais été fait, et j'avais également, depuis longtemps, bon, le chantier va commencer cette année, émis l'idée qu'il fallait, une bonne fois pour toutes, construire une maison d'arrêt, pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît, qu'on ne va pas rappeler. J'ai ajouté aussi au fil des années, en ayant un peu réfléchi à ces questions, l'idée que il était nécessaire d'avoir un centre de rétention à Saint-Laurent. Ça n'est pas encore d'actualité parce que l'immigration, des gens qui viennent, qui ont peut-être des raisons estimables sur le plan personnel, mais qui ne sont en aucun cas désirables ni sur le territoire national, ni sur le territoire guyanais, parce que ça complique nos histoires en matière d'école, de santé, de développement économique. Hein. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, ça n'est pas possible que ça continue. Donc, c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Après s'être occupé de Mayotte, mais assez rapidement, il faudra quand même quelques modifications législatives et leur application en matière de droit du sol. Et pour ce qui est de la répression, pour moi, la répression, je peux mettre un R majuscule, je ne suis pas un fasciste, je suis un gaulliste. C'est la première des libertés, puisque ça vise à garantir la sécurité des biens et des personnes. Eh bien, je pense depuis longtemps, et il y avait une tentative avec la constitution d'un GIR en 2002, quand Jacques Chirac avait été réélu, la coopération des services de police en général est sans doute insuffisante. Le GIR a existé de façon virtuelle et brève à Saint-Laurent. Il y a des réunions toutes les semaines de coordination, Madame la sous-préfète et Madame le maire. Maintenant, je pense que si on veut être un peu imaginatif, il faut changer. Léon Bertrand l'avait dit dès 2015 d'ailleurs, 2 ans avant les événements de 2017, qui étaient le résultat d'insuffisance de sécurité, avec des crimes bien sûr. Les forces de police et de gendarmerie devraient être organisées autrement. Après tout, la France a gagné la guerre de 14-18 via le commandement unique, notamment. Donc je pense que c'est également une bonne méthode pour un sujet aussi grave. Moi, je ne suis pas satisfait du fait qu'il y ait autant de gendarmes mobiles, même s'ils sont aussi dans leur paillage, où là ils ont tout à fait leur place, enfin contre leur paillage, qu'il y ait autant de forces de police et de gendarmerie en uniforme avec une coordination qui varie quand même suivant les hommes, soyons réalistes, des moyens insuffisants. Bon, les gendarmes ici, ils ont 2 petits bateaux de 4 mètres, la PAF a un bateau et peut-être maintenant un deuxième. Bon, tout ça n'est pas au niveau des sujets que nous devons aborder quant à la sécurité. Et pour une fois, je prendrai un exemple personnel. Tout le monde m'a vu ici pendant 2 mois et demi avec une écharpe et je suis sorti d'affaire suite à une fracture depuis hier mai. Et ma femme a été blessée aussi. Et une agression à domicile avec le but de voler, mais également de tabasser les gens avec des sabres et une arme à feu. Donc c'est un cas parmi des centaines d'autres tous les ans, Monsieur le Premier ministre. Bien, ce sera... Plusieurs éléments de réponse. D'abord, la réalité que vous décrivez, c'est une réalité que j'entends parce que vous la décrivez, mais que j'ai lue d'abord, puisque vous avez raison de souligner qu'il y a malheureusement une spécificité, alors là pour le coup guyanaise, qui est d'ailleurs le nombre d'homicides rapportés à la population et le nombre de vols à main armée rapportés à la population, qui est une forme de record national, de triste record national, oui, mais c'est 50% extrêmement, de France. Extrêmement spectaculaire. Vous évoquez la possibilité... Alors, bon, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des questions de moyens, il y a des questions d'organisation, il y a des questions de chaîne régalienne. Je ne sais pas si c'est mieux une zone police ou une zone gendarmerie dans l'absolu ou ici. Je ne sais pas. Vous dites commissariat de police, ici on est en zone gendarmerie. Est-ce qu'il faudrait mieux passer dans une zone police, c'est-à-dire est-ce que la nature de la criminalité est tellement urbaine qu'elle justifie qu'on passe plutôt à des effectifs de police et à la spécificité de la police par rapport à la gendarmerie? Franchement, je ne sais pas trop.
Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas énormément de villes en France de l'importance de Saint-Laurent qui sont en zone gendarmerie. C'est vrai. Mais je me méfie de dire, bah donc si c'était en zone police, ça fonctionnerait mieux. Ce que je veux dire, c'est que il faut peut-être se poser la question, en effet, d'avoir à côté de Cayenne, qui est en zone police, une deuxième zone police dans un territoire comme celui-ci. Franchement, je ne sais pas, mais je trouve que la question mérite d'être posée parce que spontanément comme ça, dans une ville aussi importante que ce soit une zone de gendarmerie, c'est pas immédiatement évident. Bon. Reste que derrière, ça pose des questions d'effectifs, ça pose des questions de moyens, des moyens matériels, ça pose des questions de coordination, voilà. Et puis, ça pose quand même, puisqu'on est ici, au moins 3 questions qui sont à la base quand même de tout. D'abord, la question de la circulation des armes, qui elle est vraiment sud-américaine, et qui est une spécificité. Je sais qu'il y a des armes, hein, notamment des armes de poing qui circulent dans l'Hexagone, mais dans une proportion qui n'a rien à voir avec ici. Donc ça pose la question de la circulation des armes, ça pose la question de la maîtrise du flux migratoire, non pas que je fasse un signe égal entre flux migratoire et délinquance, parce que c'est plus compliqué que ça, mais de toute évidence, ça rajoute une difficulté et ça rajoute un élément au paysage, et il faut évidemment essayer de le maîtriser. Et puis il y a un troisième sujet, qui est le sujet de la justice. Et moi, ma conviction, peut-être pas ici, mais je crois ici aussi, en tout cas elle est claire au niveau national, c'est que la justice, c'est l'élément faible de la chaîne régalienne. La police peut mieux travailler qu'elle ne travaille, la gendarmerie peut mieux travailler qu'elle ne travaille, mais fondamentalement, c'est pas la police et la gendarmerie qui sont le problème principal, c'est l'inadéquation, le caractère très insatisfaisant de la réponse judiciaire qu'on est capable de faire, et notamment de la réponse pénale. Et alors pour le coup, là, on n'est pas bon. Je ne dis pas que les magistrats ne travaillent pas, je ne dis pas qu'ils travaillent mal. Je dis que quand vous regardez les chiffres en France, au niveau national, je ne sais pas si c'est vrai ici, mais ça doit être vrai ici. À mon avis, c'est même plus vrai ici. Quand vous regardez les chiffres nationaux, il y a une caractéristique qui est très amusante, elle n'est pas du tout amusante. En France, on emprisonne tard et longtemps. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet un délit ou un crime, la première fois, il n'est jamais emprisonné. Il n'est jamais emprisonné parce qu'il n'y a pas de place en prison. Parce que les prisons sont pleines, archi pleines. Et que donc, comme il n'y a pas de place en prison, quand c'est la première infraction, on se dit, on ne va pas l'envoyer en prison à partager à 4 une cellule, parce que là, on est certain qu'il va mal tourner. On essaie de trouver des peines alternatives, on essaie de trouver... Et donc, on n'emprisonne pas à la première infraction, ni d'ailleurs non plus à la deuxième. Et on constate donc des parcours qui font que, progressivement, on fait de plus en plus d'infractions, et qu'il y a un moment où l'infraction devient soit tellement grave, soit que là, on condamne à la prison pour la totalité de son œuvre, si j'ose dire, c'est-à-dire sur des peines qui sont plutôt plus longues que la moyenne dans les autres pays comparables. Donc on emprisonne tard et longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de place en prison. Eh bien, je ne suis pas loin de penser qu'il faudrait faire exactement l'inverse. C'est-à-dire emprisonner tôt et pas longtemps. Qu'à la première infraction, il y ait une peine, y compris pour les mineurs, une peine privative de liberté, mais évidemment pas trop longue. Il ne s'agit pas pour la première infraction d'envoyer quelqu'un 6 mois dans une prison. Il s'agit de lui dire, première infraction, 1 semaine, 2 semaines, donc des peines hyper courtes, effectuées, pas à l'isolement, mais dans un centre privatif de liberté, qui est d'ailleurs moins compliqué à construire qu'une prison, puisque par définition, il y a des peines courtes, donc c'est assez facile de l'encadrer, et qui permettrait d'apporter une réponse. Je suis convaincu que si on n'arrive pas à changer de modèle en matière de justice pénale, on pourra faire tout ce qu'on veut avec la police et la justice, mais à la fin, il n'y aura pas de changement. Donc pour moi, l'accent, il est à mettre sur la justice et sur les moyens et sur la façon dont on gère les infractions au niveau pénal. Et puis il est aussi sur la prévention, parce que la vérité, c'est que un bon système, c'est toujours prévention et c'est toujours... Enfin, prévention et répression. Donc, il y a des questions sociales, il y a des questions de pauvreté, il y a des questions d'isolement, il y a des questions de migration qu'il faut traiter.
et qui permettront d'avoir aussi des résultats. Mais on ne peut pas faire que de la prévention, il faut faire aussi de la répression. Pour moi, le sujet, il est beaucoup dans la question de la justice, des moyens qu'on lui donne et de la façon dont on s'en sert pour apporter une réponse. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de société démocratique qui survive à l'impression partagée par l'ensemble des concitoyens que la justice ne fait pas son travail. C'est totalement corrosif pour la démocratie et pour le tissu social. Et donc la réponse à apporter sur cette question du fonctionnement de la justice, elle est pour moi majeure. Majeure. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois néanmoins que nous allons devoir nous arrêter là, puisque je regardais ma montre et que vous avez un impératif après. Mais vraiment, je pense que cet échange était important pour que vous puissiez nous entendre et nous-mêmes entendre aussi un certain nombre de vos points de vue. Et puis, j'espère que nous vous reverrons au moment des élections, puisque c'est ça. Peut-être avant, oui, peut-être avant, c'est vous qui voyez, hein, là on est d'accord. Et puis, avant de nous quitter, j'aimerais vous donner un petit présent, parce que c'est aussi, comme c'est la première fois que vous venez nous voir et que c'est important que vous vous souveniez de nous. Oui, hein. Ça, je ne suis pas prêt de vous oublier. Et donc, dans cette configuration, je voulais vous offrir quelque chose. On descend, oui.